Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Je crois que les femmes, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Le sexe de l'endurance, du courage, de la résistance a toujours été le nôtre, pas qu'on ait le choix de toute façon. Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati, rédactrice en chef à Elle et créatrice du programme Elle Active. Bienvenue dans Avantage pour Elle, le podcast Elle Active Sport, qui démontre à quel point le sport rend les femmes plus fortes. Ce podcast vous est proposé par FDJ, partenaire majeur du sport français et acteur engagé du sport féminin pour l'émancipation, l'empowerment et le bien-être des femmes. Aujourd'hui, le parcours hyper inspirant de la boxeuse Sarah Ourahmoune, au micro de Marie-Stéphanie Servos. Bonjour Sarah Ourahmoune. Bonjour. Vous êtes ancienne vice-championne olympique de boxe, sport que vous avez commencé en 1996, à l'époque où les femmes n'avaient pas le droit de monter sur un ring en compétition. Dans votre livre « Mes combats de femmes », vous racontez votre parcours hors norme. Après une pause dans votre carrière sportive pour avoir votre premier enfant, votre physique et votre mental vous permettent de remonter sur le ring et de décrocher dans la foulée la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio. Des médailles, vous en gagnez beaucoup d'autres. Vous avez été championne du monde, triple championne d'Europe et 10 fois championne de France. Avant de commencer cette interview, j'aimerais vous faire écouter un petit enregistrement sonore. Cette salle de boxe qui a changé beaucoup de choses en moi. On ne fait pas de la boxe par hasard. Eleni, William, Béa, on est venus dans cette salle parce qu'on en avait besoin, parce que notre vie en avait besoin et aussi parce qu'ici, tout nous ressemblait. Puis le fait d'avoir perdu ma mère, du coup, pour qui j'allais me battre en fait, ça avait plus de sens. Et en fait, j'avais oublié qu'en fait, on pouvait se battre pour soi-même, quoi. On sent qu'il y a une âme ici. Il se passe quelque chose, ouais. Il y a... Ouais, puis moi, j'aime bien. Il y a des trous dans les murs et tout, mais moi, je sais pas, elle a du chien, quoi. Je dirais qu'elle a morflé, comme nous, quoi. Enfin, ouais, elle nous ressemble, je trouve, à ces petites balafres, ces cicatrices. Elle te repousse pas, cette salle. Au contraire, elle t'accueille. On vient d'entendre des témoignages de femmes qui racontent pourquoi et comment elles sont arrivées dans ces salles de boxe. Alors racontez-nous, Sarah Ourahmoune, comment vous plongez dans ce sport qui, à l'époque, on l'a dit en introduction, en 1996, est un sport encore réservé aux garçons. Je découvre la boxe à Aubervilliers un peu par hasard. En fait, je passais devant la salle et j'ai été attirée vraiment par cette ambiance parce que c'était deux vieux rings, les fils des cordes pendaient, il y avait des sacs rafistolés avec du scotch et puis une fresque qui représentait des boxeurs dans l'effort. Et j'ai voulu juste savoir ce que ça faisait de toucher un sac, tapoter dessus. Et j'ai rencontré Saïd Benajem, un entraîneur qui avait fait les Jeux de Barcelone en 92, qui a commencé à me parler de la boxe anglaise, du noble art, de l'escrime des poings, de Mohamed Ali. Et il a réussi à me convaincre de revenir faire une séance de boxe éducative. Et je me suis dit que j'avais rien à perdre, qu'il fallait que je tente parce que pour moi, la boxe, c'était juste les films. C'était un univers qui était tellement éloigné que, voilà, par curiosité, j'ai accepté son invitation. Et à ce moment-là, pour vous, c'est la révélation? C'est vraiment la révélation sur cette première séance parce que il y avait une ambiance assez incroyable. On s'entraînait en musique. Saïd nous proposait plein de petits jeux où on apprenait à toucher sans se faire toucher, où il nous demandait de danser sur le ring sans mettre de coups. Donc ça, c'était assez frustrant en nous disant tant que vous ne saurez pas vous déplacer, esquiver les coups, on n'apprendra pas à frapper. Ça a duré un certain temps. Mais j'ai vraiment adoré le fait de mettre en place des stratégies et essayer de lire son adversaire, lire son comportement et puis apprendre à se placer pour le faire réagir. Alors, très vite, à partir de là, vous devez faire face aux remarques sexistes, aux différences de traitement, notamment en venant dans cette salle pour vous entraîner, parce que y a que des hommes. Il y avait que des hommes. Quand je venais à la salle le soir, il y avait à peu près une 50aine d'hommes, des boxeurs qui pratiquaient en loisir, d'autres qui étaient professionnels.
Il n'y avait pas de vestiaire forcément, hein. Mais c'est vrai qu'il fallait se faire sa place parce que c'était des entraînements libres et donc on ne vous donnait pas un sac de frappe ou une place dans un coin du ring comme ça. J'ai dû batailler en montrant que j'avais envie, en me protégeant un peu aussi de toutes les remarques que je pouvais entendre et puis en résistant. Et justement, comment vous avez fait pour vous protéger ? Je me suis protégée en me disant que de toutes les façons, on allait continuellement me dire que j'étais pas à ma place, que c'était un sport trop dur, trop violent, qu'il fallait pas que je prenne des coups parce que c'est pas beau, une fille qui boxe. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je m'écoute. J'avais juste envie d'apprendre à maîtriser la boxe anglaise. Je m'amusais. Enfin, vraiment, ça devenait une véritable passion. Et donc, je savais que si j'écoutais pas cette passion, si j'écoutais tout ce qu'on pouvait me dire, j'allais vivre un vrai échec et le regretter. Et donc, voilà, je me suis protégée en me disant n'écoute pas tout ce qui se dit et avance. Et puis, j'ai eu la chance que Saïd, l'entraîneur, me fasse un bel accueil dans cette salle et me prenne souvent en exemple. Donc ça m'a aidé aussi à prendre confiance et à me dire que j'étais capable de boxer aussi bien que tous ces hommes qui étaient là. Vous parliez justement à l'instant du fait que il n'y avait pas d'endroit où se changer pour les femmes. Comment est-ce que cette différence de traitement, elle se matérialisait quand vous veniez vous entraîner ? Quand je venais m'entraîner, très souvent, je me changeais au lycée avant de venir à la salle et puis je repartais sans prendre ma douche. Et puis, en 99, quand les premiers combats pour femmes ont été autorisés et qu'on m'a proposé de boxer, ça a été sur l'équipement puisqu'il n'y avait pas de tenue de boxe. Donc, au départ, le président du club m'a ramené un sac avec un espèce de mini short de ring girl et puis un gros protège-poitrine avec des tétons qui pointaient. Et donc, je suis allée me changer dans les toilettes, des toilettes turques avec une odeur pas possible. Et ils m'attendaient tous devant la porte. Et j'ai pas pu sortir comme ça, c'était impossible. Et donc j'ai tout retiré, j'ai remis ça dans le sac et je leur ai dit écoutez, je vais me débrouiller. J'ai juste pris le protège-poitrine et puis j'ai limé les tétons avec une lime à ongles et puis après j'ai dégoté un vieux short et je suis montée sur le ring avec un t-shirt, une tenue pas très adaptée. J'avais des baskets alors qu'on porte vraiment des chaussures assez montantes de boxe, légères. Donc ça a été au niveau du club. Et puis après, un peu plus tard, quand il y a eu l'équipe de France, on n'avait pas de tenue officielle au départ. On était toutes dépareillées. On n'avait pas d'entraîneur aussi attitré. Donc très souvent, on rencontrait la personne qui allait nous accompagner sur une compétition à l'aéroport. Donc c'était assez compliqué quand on était en plein combat pendant la minute de repos de lui faire confiance parce qu'il ne nous connaissait pas. Il ne savait pas comment on gérait la compétition, nos forces, nos faiblesses qu'on pouvait être capable de produire sur un ring et les mots qu'il fallait dire pour pouvoir nous aider à débloquer une situation. On n'avait pas de kiné, de médecin. Les premiers temps ont été assez compliqués. Mais finalement, ça nous a obligés à nous entraider, à progresser seuls et surtout à mettre en place toutes les stratégies de combat nous-mêmes, sans forcément compter sur l'homme de coin. Vous viviez une situation quand même particulière que les hommes, les garçons ne vivaient pas eux. Et vous expliquez dans votre livre que vous ne compreniez pas forcément ce discours-là parce que c'était pas le discours de vos parents, c'était pas ce qu'on vous avait inculqué dans votre éducation. Exactement. Ma mère nous a élevés, mes frères et moi, de la même manière. C'est-à-dire qu'on a tous fait déjà les mêmes sports pour des raisons pratiques. Elle pouvait pas aller dans tous les clubs, mais on est passé par la natation, par la danse classique. On a même fait du rock'n'roll acrobatique. C'était chaque année, l'un de nous devait choisir une discipline et puis tout le monde suivait. Et c'est vrai qu'à la maison, on avait un espèce de planning où tout le monde faisait le ménage de la même manière. Et ma mère voulait pas de différence entre nous parce qu'elle a quand même pas mal subi en Algérie. À titre d'exemple, les repas, c'était d'abord ses frères et puis ce qui restait, c'était pour les filles. Donc c'est des choses comme ça qui l'ont quand même pas mal marquée. Et elle n'a pas voulu reproduire. Donc moi, quand je suis arrivée dans cette salle, je ne me suis même pas posé la question de savoir si j'avais le droit ou pas, parce que j'avais tout fait avec mon frère. Donc c'était normal que je puisse faire de la boxe, puisque lui avait aussi testé bien avant moi. C'est ça. Et justement, vous parlez aussi dans votre livre beaucoup de votre maman et de son parcours, comme vous en parliez à l'instant. Votre mère a été un vrai modèle pour vous, une inspiration ?
Elle a été un vrai modèle parce que quand on a une maman qui fuit l'Algérie parce qu'elle veut pas se marier, parce qu'elle a envie de faire des études et que pour elle, elle peut pas concevoir une vie de femme au foyer. En même temps, aujourd'hui, c'est une femme qui a 65 ans, qui prend des cours de natation pour apprendre à nager et qui s'est mise à la boxe thaï. Donc voilà, vous imaginez un peu le personnage. C'est surtout qu'elle a toujours assumé ce qu'elle était, ce qu'elle voulait et vraiment, elle s'est affranchie un peu de tous les codes. Elle s'est affranchie aussi du regard que pouvait porter sa famille en Algérie. Et donc oui, ça a été un vrai modèle pour ça, quoi. Et puis c'est vrai que moi, je fais de la boxe, j'ai une sœur qui fait de la danse orientale, donc sa famille est assez critique à ce niveau-là, mais voilà, ça lui passe vraiment au-dessus et elle nous soutient dans tous nos projets et nos activités. Sarah Ouhamoun, qu'est-ce que la boxe vous a appris sur vous-même ? Quand j'ai commencé la boxe, j'ai vraiment appris à prendre confiance. C'est-à-dire que se dire qu'il va falloir monter sur un ring pour s'exprimer, c'est pas facile parce qu'il y a déjà l'adversaire, il y a la peur, mais il y a aussi tout le regard des autres et un regard souvent critique parce que quand je montais sur un ring, j'étais la seule fille au début dans cette salle de boxe, mais il fallait que je passe ce cap parce que sinon on allait forcément me dire que j'étais pas à ma place. Quand je montais sur un ring, c'est surtout que j'apprenais déjà à mieux me connaître, mais à maîtriser mes émotions. Et ça, c'est propre à la boxe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on exprime un peu trop de colère, on est puni immédiatement. C'est-à-dire que l'adversaire voit cette émotion qui commence à s'exprimer, on fait des erreurs, et donc la punition est assez cash et immédiate. Donc voilà, on apprend vraiment à mieux gérer tout ça. J'ai appris à gagner aussi en lucidité. Parce que pour pouvoir mettre en place une stratégie, il faut faire preuve de lucidité, il faut apprendre à tempérer, à prendre du recul pour revenir avec une meilleure stratégie. Et donc voilà, c'est plein de qualités comme ça, mentales mais aussi physiques, que la boxe m'a transmises. Donc au départ, vous étiez la seule femme, du coup vous boxiez face à des hommes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir illégitime ? Pas du tout, je me suis jamais sentie légitime parce que déjà j'avais cet entraîneur qui m'a donné confiance et qui me prenait très souvent en exemple. Et donc ça, tout de suite, ça a chassé cette question. J'ai toujours pensé que j'étais à ma place et puis très vite, le fait de monter sur un ring, ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes et je me suis rendu compte que j'avais des réelles capacités physiques, des capacités que je soupçonnais pas du tout parce que j'avais vraiment pas la morphologie d'une grande athlète, je faisais à peine 50 kilos, mais vraiment la boxe, ça a été presque un sérum de vérité, c'est-à-dire qu'on apprend à déceler ses forces, sa valeur. Et donc, la question de la légitimité s'est pas du tout posée parce que je me rendais compte que j'étais capable de faire des belles choses sur un ring. Et puis, techniquement, je commençais à vraiment progresser et à avoir une palette technique assez intéressante. Et le ring, en fait, c'est le moment de vérité. Donc voilà, je savais un peu de quoi j'étais capable et les autres le voyaient aussi. Donc, je pense que oui, j'étais légitime là où j'étais. Vous avez créé votre propre entreprise, Boxer Inside, qui mêle sport et coaching en développement personnel. Vous intervenez dans des entreprises, mais aussi auprès de particuliers. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer du sport à l'entrepreneuriat ? Là aussi, ça a été une rencontre hasardeuse puisque je découvre l'entrepreneuriat à Sciences Po dans un séminaire qui s'appelle Initiation à l'entrepreneuriat où des entrepreneurs de renom venaient un peu raconter leur parcours. J'étais dans une période où j'avais arrêté ma carrière, on était en 2012, suite à un échec aux qualifications des Jeux de Londres. Et c'était une période où je crois que j'avais besoin de me reconstruire, trouver des nouveaux projets. Je pensais partir vraiment sur une filière en communication, travailler en agence et en entendant tous ces entrepreneurs parler de leur quotidien, cette recherche d'excellence, faire face à la concurrence et puis cette passion, cet engagement, je me suis dit que c'était presque le moyen de me reconstruire, d'oublier un peu cet échec aux qualifications olympiques et de retrouver presque une nouvelle passion, un nouveau projet pour continuer à avancer. Donc j'ai voulu lier ça à ma passion pour la boxe en me disant, voilà, ça fait des années que je boxe, qu'est-ce que je peux en faire ? C'est tellement dommage d'arrêter là et j'avais pas envie d'être juste coach sportif. Donc j'ai réfléchi à la manière dont je pouvais développer un projet autour de la boxe et du développement personnel. Et oui, justement, le monde de l'entrepreneuriat est quand même un monde assez concurrentiel, assez compétitif. Comment votre pratique du sport et votre mental de sportive vous ont aidé dans ce monde ultra compétitif ?
Les qualités que j'ai pu développer grâce au sport m'ont aidée dans le monde de l'entreprise, dans le sens où je savais que pour réussir, il fallait forcément travailler, il fallait répéter, il fallait insister, se remettre en question et surtout bien s'entourer. Et comment, selon vous, le sport peut-il être un vecteur d'empowerment ? Le sport peut être un vecteur d'empowerment parce que c'est une manière déjà de mieux se connaître, de prendre conscience de son potentiel. J'ai vraiment le sentiment que le sport aide à accepter son corps, à accepter sa vie et à peut-être nous aider à prendre notre place. Je crois que moi, la boxe, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je trace presque ma route, mon chemin, et que j'attende pas qu'on me donne l'autorisation de le faire, qu'il fallait vraiment avancer sans demander la permission et s'affranchir un peu de tout ce que les autres pouvaient penser, les regards négatifs ou toutes les injonctions qu'on peut entendre. Ça fait partie des messages que vous essayez de transmettre à travers vos formations ? Ça peut faire partie de ces messages-là, notamment sur les offres pour les particuliers. Pour les entreprises, c'est plus des thématiques autour de l'audace, de la combativité, du rebond après l'échec. Et avec les particuliers, et notamment les femmes, c'est clairement des sujets que j'aborde. Alors en quoi une entrepreneure doit-elle avoir les qualités d'une sportive de haut niveau, en termes d'engagement, de passion, de capacité à apprendre et à gérer ses échecs ? Disons qu'une entrepreneure et une sportive ont les mêmes valeurs. La chose qui est certaine, c'est que les deux doivent travailler. C'est-à-dire que même si on a du talent ou même une super idée, c'est pas suffisant pour réussir. Les clés peut-être pour réussir un projet sportif ou entrepreneurial, c'est vraiment cette remise en question, c'est cette capacité à travailler, à faire face aussi à la lassitude, la lassitude du sportif à l'entraînement qui répète des millions de fois le même geste, mais aussi de l'entrepreneur qui passe son temps à remodeler un peu son projet et à aller chercher les clients. C'est aussi vraiment cette remise en question, cette recherche de l'excellence et puis accepter de prendre des risques, de tomber, de se nourrir un peu de ses échecs, de ses erreurs et encore une fois bien s'entourer, que ce soit pour le sportif ou la femme qui a un projet d'entreprise. Vous avez créé une garderie pour les boxeuses qui viennent s'entraîner dans votre club. C'est lié à votre propre vécu de sportive ? Pas du tout, parce que c'est une garderie que j'ai créée il y a à peu près 10 ans. Donc, je n'étais pas encore maman. L'idée est venue du fait que j'avais plein d'adhérentes qui rataient des cours parce qu'elles avaient des problématiques de garde. Donc, très vite, l'idée de la garderie a émergé. Et puis, aujourd'hui, ça évolue un peu puisque l'objectif, c'est de proposer pendant ces temps de garderie des cours d'anglais pour les enfants. Et donc là, c'est lié à ma vie de maman puisque j'ai une fille de 5 ans qui veut absolument parler l'anglais. Vous avez une fille de 5 ans, mais vous avez aussi un autre enfant ? Qui a 1 an, oui. Donc, vous avez 2 enfants, une entreprise de coaching qui cartonne, une brillante carrière de sportive derrière vous. On a l'impression que tout vous réussit, ou presque. Est-ce que c'est grâce au sport ? Le sport m'aide beaucoup, mais il n'y a pas eu que des réussites. Il y a eu beaucoup d'échecs qui m'ont aidé aussi à avancer. Ce qui est sûr, c'est que j'ai une grosse capacité de travail. Je n'ai pas peur de ça. Le sport m'a appris le goût de l'effort, la patience aussi. Et puis, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un entourage qui me soutient beaucoup dans tout ce que je fais, même si parfois ils me prennent pour une folle parce que je cumule les projets et je manque pas d'idées. Mais par contre, ils sont toujours là pour me soutenir, mais aussi pour m'inspirer. Et vous faites encore du sport aujourd'hui, je crois savoir ? Je continue à faire du sport, un peu moins de boxe. Je me suis lancée dans le trail, donc là, je reviens d'un trail 70 km. Et puis ce week-end, j'ai fait une petite ascension de glacier. Donc voilà, je continue à m'entraîner, j'en ai vraiment besoin, j'aime ça et ça fait partie de ma vie. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui, la pratique ? Le sport me permet, l'entraînement, parce que je pratique la course à pied, un peu de yoga, maintenant c'est une belle découverte, et puis je m'entraîne à la maison dans mon salon à faire des abdos, des pompes, mais ça m'apporte beaucoup d'énergie. Pour moi, c'est un vrai investissement. J'ai besoin de ça pour pouvoir tenir, pour pouvoir justement mener de front tous les projets que j'ai actuellement. Et puis, aujourd'hui, c'est un mode de vie. Je ne me vois pas ne plus enfiler des baskets et aussi partager cette passion. Ce qui est différent actuellement, c'est que je ne suis plus dans un objectif de performance et il y a une vraie notion de plaisir et de partage. Et ça fait du bien parce que c'est des choses qu'on oublie quand on est sportif de haut niveau. Et pourtant, on a besoin de ça pour pouvoir vraiment aller chercher les médailles. Vous êtes aussi vice-présidente du comité olympique depuis 2017.
Est-ce qu'il reste encore, selon vous, beaucoup de travail pour remédier aux inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde du sport ? Il reste beaucoup de travail. Alors au niveau du comité olympique, il faut savoir qu'on a une femme présidente de fédération olympique sur 116 fédérations. Donc voilà, ça montre bien le travail qui reste à faire. C'est compliqué parce que il n'y a pas forcément une volonté de faire bouger les choses. Alors on le voit bien sur le terrain, la place des femmes a évolué, mais dans les instances dirigeantes et surtout sur les postes à responsabilité, il y a encore trop peu de femmes. Donc ouais, il y a du travail. Sarah Ouhamoun, avez-vous un conseil de sportive à donner à une non-sportive ? Le conseil que je donnerais, ce serait de faire en sorte de bouger au maximum. On le dit souvent, prendre les escaliers, troquer sa chaise contre par exemple un Swiss ball. Moi, le petit truc que je fais au quotidien, c'est je profite du brossage de dents pour faire quelques mouvements. Comme ça, je cumule les minutes d'activité. C'est surtout que en boxe, par exemple, on travaille quasiment pas les fessiers et je me voyais mal en plein milieu d'une salle de boxe pleine d'hommes me mettre à quatre pattes et travailler mes fessiers. Donc voilà, j'en profite pour faire ça. Et puis, une dernière chose, j'ai lancé un petit challenge, c'est 10 minutes par jour de renforcement musculaire très accessible parce qu'en même temps ça me motive, ça m'oblige à les faire et donc voilà, s'il y en a qui veulent suivre ce challenge, c'est sur Insta et c'est pas compliqué à mettre en place. Bon, et espérons que des femmes vous aient entendu. Pour terminer ce podcast, notre question rituelle, pensez-vous que le public est désormais prêt à se passionner pour le sport féminin ? Clairement, je crois que le mondial de foot, mais aussi l'Euro de hand en 2018 l'ont prouvé. Il y a eu des audiences quand même assez exceptionnelles qui sont allées bien au-delà, par exemple, de la Ryder Cup ou de la Coupe Davis. Donc oui, le public est prêt et c'est très bien. Je suis vraiment ravie. Très bien. Merci beaucoup, Sarah Ouhamoun, pour votre témoignage. Et puis, on vous retrouve sur Instagram pour le défi des 10 minutes. Voilà. Merci. Merci. C'était Avantage pour elle, avec le soutien de FDJ, partenaire majeur du sport français et acteur engagé du sport féminin. Découvrez tous les épisodes de la série Elle Active Sport, qui démontre à quel point le sport rend les femmes plus fortes.